Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, la Palestine n'est encore qu'une périphérie de l'Empire ottoman. Jérusalem est une ville religieuse importante, mais politiquement marginale. La majorité de la population est arabe, musulmane et chrétienne, presque à égalité, j'exagère un petit peu, mais j'ai été très surpris de ça d'ailleurs, tandis que les communautés juives restent minoritaires, même si l'immigration sioniste a déjà commencé depuis plusieurs décennies. Rien ne laisse encore penser que ce territoire va devenir l'un des centres nerveux du XXe siècle. Et pourtant, en quelques années seulement, la Palestine va être transformée par 3 phénomènes simultanés. L'effondrement de l'Empire ottoman, la montée des nationalismes et les stratégies impériales des grandes puissances européennes. C'est cette combinaison explosive qui donne naissance à la question de Palestine moderne. La Première Guerre mondiale ne se contente pas de déplacer des frontières, de tuer des armées, etc., de détruire des armées et des hommes. En fait, elle détruit l'ordre politique ancien. Les grands empires multinationaux, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, russe, commencent à s'effondrer sous le poids des nationalismes, des mobilisations de masse, des violences extrêmes et de la guerre totale. Dans cette nouvelle guerre industrielle, les États ne mobilisent plus seulement des armées, ils mobilisent les peuples, les identités, les religions et les imaginaires. Les Britanniques comprennent très vite que le Proche-Orient devient stratégique. Il faut protéger le canal de Suez, ça nous parle, sécuriser la route des Indes, empêcher les Ottomans de menacer l'Égypte, contrôler les futurs accès pétroliers, c'est important, là je vous renvoie aux émissions sur l'histoire du pétrole, et surtout empêcher une poussée allemande vers l'Orient. La Palestine prend alors une importance géopolitique nouvelle. Le grand jeu des promesses contradictoires est important, parce que très rapidement, Londres multiplie les engagements contradictoires. Et c'est probablement là que se construit la catastrophe future. Première promesse, celle faite aux Arabes. Les Britanniques encouragent d'abord la révolte arabe contre l'Empire ottoman. À travers la correspondance Hussein-MacMahon, Londres laisse entendre au shérif Hussein de la Mecque qu'un grand royaume arabe pourrait voir le jour, après la guerre, si les Arabes se soulèvent contre Istanbul. Dans le même temps, Laurence d'Arabie, qu'on connaît, participe, lui, à nourrir cette espérance d'indépendance arabe. Pour les nationalistes arabes, le message semble clair, la guerre doit permettre la naissance d'un monde arabe libéré de la domination ottomane. Ça arrange les Anglais, vous savez que l'Empire ottoman s'est rangé du côté allemand, donc mauvaise idée. Deuxième promesse, celle faite aux Français. Parallèlement, ça reste les Anglais, les Britanniques négocient secrètement avec la France. En 1916, les accords Sykes-Picot prévoient le partage du Proche-Orient entre zones d'influence française et britannique. La logique impériale reste donc totalement vivante. Autrement dit, pendant que Londres encourage les Arabes à croire à leur indépendance, les diplomates européens préparent déjà le découpage colonial de la région. Et troisième promesse, le mouvement sioniste. C'est ici qu'intervient la déclaration Balfour, l'un des textes les plus célèbres et les plus ambigus du XXe siècle. Je reviendrai en détail sur la déclaration Balfour dans le bonus pour les abonnés premium, sur qui il était, pourquoi, etc., etc. Je reviendrai vraiment dans les détails. Pourquoi avant de revenir un petit peu plus longuement dessus, pourquoi les Britanniques soutiennent le sionisme, vous allez me dire, contrairement à une idée simpliste, la déclaration Balfour ne naît pas d'une seule cause non plus. C'est le résultat d'un mélange, comme souvent, d'intérêts stratégiques, de culture religieuse, de calculs diplomatiques et de représentations parfois complètement fantasmées du pouvoir juif mondial. Cette accumulation de facteurs est très importante. Je parle souvent de mélange, vous savez, je prends souvent l'image en chimie, du mélange de produits qui pris séparément ne changent rien, mais quand vous les mélangez, c'est totalement explosif, bien entendu. Du nitrite et de la glycérine, vous le mélangez, ça devient de la nitroglycérine, voilà. Vous avez compris le principe. Qui était Balfour, rapidement, avant de revenir en détail. Balfour, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Il a été Premier ministre anglais et il est ministre des Affaires étrangères pendant la Première Guerre mondiale. Pour Londres,
je vais revenir sur la logique impériale britannique parce que c'est important. Pour Londres, la Palestine possède une valeur stratégique énorme. La région se situe, j'insiste là-dessus, près du canal de Suez, entre l'Égypte et la Mésopotamie, sur la route des Indes et au cœur des futurs équilibres pétroliers. Donc il pense qu'une implantation juive soutenue par Londres pourrait créer un allié fidèle dans cette région cruciale. Le futur foyer national juif, je mets des guillemets, je vais revenir, est donc pensé comme un outil d'influence impériale. Le biblisme britannique est très important. Vous savez que c'est un élément essentiel, la culture biblique britannique, mais j'allais presque dire européenne. Le sionisme bénéficie à ce moment-là d'une immense sympathie culturelle en Occident grâce à ce qu'on appelle le biblisme européen. C'est quoi ? C'est ce soutien au sionisme, en fait, le soutien européen, ne relève pas seulement de la géopolitique ou de la compassion envers les juifs persécutés. Il existe aussi un imaginaire culturel et religieux profondément enraciné en Europe, ce qu'il appelle implicitement, ce que les historiens appellent le biblisme occidental. La Palestine est pensée avant tout comme une terre biblique. Autrement dit, pour une partie des élites européennes, le retour des Juifs en Palestine semble presque historiquement logique. Ensuite, Jérusalem devient un enjeu, c'est le deuxième point, un enjeu émotionnel européen. La ville appartient mentalement au patrimoine spirituel européen. Souvenez-vous de la première émission, les Français catholiques, les Britanniques protestants, les Russes orthodoxes considèrent tous la Terre Sainte comme une partie de leur propre univers civilisationnel. Ça facilite énormément l'idée qu'une puissance européenne puisse intervenir donc politiquement dans la région. Et les Britanniques lisent parfois le conflit avec des références bibliques. Certaines élites britanniques perçoivent le retour juif à travers un imaginaire protestant et biblique. Chez une partie des dirigeants britanniques, les Juifs sont le peuple de la Bible, la Palestine est la terre promise, c'était la première émission, l'invention de la terre promise, et le retour des Juifs peut être vu comme une forme d'accomplissement historique. Ça ne signifie pas que tous les responsables britanniques étaient sionistes par religion, bien sûr, mais cet arrière-plan culturel rend le projet plus acceptable, si vous voulez, psychologiquement. Le meilleur exemple, c'est probablement la réception extrêmement favorable de la déclaration Balfour dans certains milieux protestants britanniques. La Palestine est souvent pensée sans ses habitants arabes, et ça aussi c'est un aspect fondamental. Pour eux, c'est une région vide. Le tourisme et les pèlerinages renforcent cette vision parce qu'ils vont tous dans les endroits, on va dire, bibliques. Et donc, ils voient des petits villages, des petits machins, mais ils ne voient pas d'immenses cités comme on en connaît en Europe. Et le soutien au sionisme est parfois présenté comme civilisateur. Le mandat britannique est pensé dans le cadre d'une mission sacrée de civilisation de la SDN, je cite, je mets des guillemets, je cite, mission sacrée de civilisation de la Société des Nations. Le projet sioniste est parfois perçu comme compatible justement avec la mission civilisatrice européenne au Proche-Orient. C'est une vision très coloniale du monde, évidemment. Cette vision, j'insiste, est très importante. Ce que je viens de vous dire est très important. Ça permet de comprendre pourquoi certains responsables britanniques regardent le projet sioniste avec émotion, parfois même avec fascination. La Palestine n'est pas perçue comme une province arabe ordinaire. Elle est vue à travers l'Ancien Testament. Et ce regard a une conséquence majeure. Les Arabes palestiniens deviennent souvent invisibles dans les représentations occidentales. Vous avez un autre facteur. Les fantasmes géopolitiques de guerre. En 1917, la situation militaire est assez catastrophique. Vous savez que la Russie s'effondre dans la Révolution, donc sort des belligérants. Donc c'est un point important pour les Allemands qui saute, un verrou qui saute, ça veut dire qu'ils ne sont plus pris en tenaille, ils peuvent se retourner du côté ouest, si vous voulez. Les États-Unis entrent à peine dans la guerre, on ne sait pas trop ce qu'ils valent, alors il y a 1 million d'hommes, mais enfin ils sont pas très expérimentés, et les Alliés craignent l'épuisement. Et dans ce contexte, certains dirigeants britanniques attribuent au sionisme une influence mondiale considérable. Les Britanniques identifient le sionisme à la finance américaine, à certains milieux politiques influents, mais aussi, et c'est le paradoxe, à la révolution russe. Et donc il existe l'idée largement fantasmée qu'un soutien britannique au sionisme pourrait favoriser l'engagement américain, limiter la désagrégation russe et renforcer la position diplomatique britannique. C'est un mélange très caractéristique de calculs stratégiques et de stéréotypes sur les Juifs. Alors cette déclaration Balfour,
C'est un texte minuscule, aux conséquences gigantesques. Le 2 novembre 1917, Arthur James Balfour écrit à Lord Rothschild. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Je vous redis ce texte, parce qu'il est court, hein. Bon, c'est plus long que ça. Hein. Dans le bonus, je reviens, il y a 4 paragraphes, mais pas tellement plus long. Mais je redis cette phrase parce que c'est cette phrase qui est importante. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. 3 petits points, il y a d'autres choses derrière. Donc je le redis, Balfour, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et Lord Rothschild, c'est la personne, on va dire, la plus riche, la plus influente du mouvement sioniste. Le texte est extraordinairement court, mais chaque mot est explosif. Foyer national. L'expression est volontairement floue. Pourquoi ne pas parler directement d'État juif ? Eh bien parce que Londres veut ménager tout le monde. Les Britanniques cherchent à soutenir le sionisme sans provoquer une explosion immédiate, je dis bien immédiate, du monde arabe, ni effrayer les Juifs assimilés d'Europe occidentale. Le terme « foyer national » reste donc juridiquement indéfini. Mais pour les sionistes, l'essentiel est ailleurs. Pour la première fois, une grande puissance reconnaît officiellement leur projet national. C'est une victoire diplomatique immense. La suite. En Palestine. Autre ambiguïté capitale. Le texte ne dit pas « la Palestine va devenir un foyer national juif ». Non, il parle d'un foyer national juif en Palestine. Mais là encore, les interprétations divergent immédiatement. Pour les Arabes palestiniens, ça signifie déjà qu'un projet étranger est imposé à leur pays. Qui n'est pas encore un pays, hein, vous l'avez compris. Pour les sionistes, ça ouvre la possibilité d'une construction étatique progressive. Les Arabes, absents du texte. Et c'est probablement l'élément le plus révélateur. La déclaration Balfour ne parle jamais des Arabes palestiniens. Elle évoque seulement les collectivités non juives existant en Palestine. C'est la suite du texte. Or, ces collectivités non juives représentent pourtant l'immense majorité de la population. Ce détail montre déjà le regard britannique. Les Juifs sont pensés comme un peuple politique, les Arabes palestiniens comme des populations locales à administrer. La dissymétrie est fondamentale. On parlerait des Indiens en Amérique, ce serait pareil. Hein. La Palestine devient donc une question à ce moment-là mondiale. Quelques semaines plus tard, Allenby entre dans Jérusalem et progressivement la Palestine cesse d'être un territoire ottoman ordinaire pour devenir un enjeu impérial, un enjeu religieux, un enjeu diplomatique, un enjeu symbolique mondial. Après la guerre, la Société des Nations confie officiellement le mandat de la Palestine à la Grande-Bretagne. Mais ce mandat contient désormais une contradiction insoluble, administrer une population arabe majoritaire, tout en favorisant la construction d'un foyer national juif. Vous l'avez compris, immédiatement, les tensions explosent. Les Arabes palestiniens comprennent très vite que la déclaration Balfour menace leur avenir politique. Les sionistes considèrent au contraire qu'une fenêtre historique unique vient de s'ouvrir. À partir de là, 2 récits nationaux vont se développer simultanément. L'un voit la Palestine comme une renaissance historique, l'autre comme le début d'une dépossession. Et les Britanniques, persuadés qu'ils vont pouvoir arbitrer rationnellement la situation, vont découvrir qu'ils ont en réalité créé une mécanique politique que bientôt ils ne contrôleront plus.